Palais les beurres, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que le cyclisme allait continuer sur les antennes du groupe José. Et ben c'est fait, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief de la Classica San Sébastien, la classique d'après Tour de France. Je vous laisse désormais avec la vidéo présentation du profil et on se retrouve juste après pour le petit point historique. Allez, les amis, découvrons sans plus attendre le petit point historique, enfin les petits points historiques. Il y en aura deux aujourd'hui pour le prix d'un que je vous ai préparé. Il s'agit de la 42e édition de la Classica San Sébastien. Lors de la précédente édition en 2022, le Belge Remco Evenepoel s'était déjà adjugé la course après un raid solitaire de près de 46 km. 5. C'est le chiffre, comme le nombre d'années qui s'est écoulé depuis la dernière victoire française sur la Classica San Sébastien. En effet, depuis le 4 août 2018 et la victoire de Julien Alaphilippe, aucun coureur tricolore n'a levé les bras à San Sébastien. Les amis, avant de découvrir la célèbre ou pas désormais question du jour, il y a quelques petites choses à savoir au début, ce matin, au départ de cette classique. Tout d'abord, petite plaisanterie, même si elle est réelle. San Sébastien est la ville où José passe ses vacances estivales en famille depuis 2017. Donc j'ai la particularité de bien connaître les routes de la Classica San Sébastien, peut-être pas centimètre par centimètre, mais quand même. Si on rentre plus dans le vif du sujet et qu'on reprend notre fil, donc la classique, la course et pas les vacances de José, ça sera la semaine prochaine. Quelques petites choses à savoir niveau profil, un dénivelé de 4051 mètres positifs. Oui, cette classique est surnommée très souvent la classique des grimpeurs. En effet, l'Alto des Jaskibel fait aussi souvent juge de paix, une difficulté avec très difficile à escalader pour les coureurs du peloton international. Si on continue sur ce profil, aujourd'hui, sur une course de 230,3 km, l'état de fraîcheur est l'élément le plus important. Avec la chaleur, une défaillance peut rapidement voir le jour. Il faudra s'hydrater et s'alimenter. Et puis, il faut savoir qu'un coureur possédant généralement une meilleure pointe de vitesse que d'autres n'est pas sûr de s'imposer en cas d'arrivée groupée. Il faut aussi rajouter que le mental ici sera aussi une donnée à prendre en compte. Une guerre psychologique pourrait se mettre en place, c'est ce qu'on a eu d'ailleurs cette année sur cette Classica à Saint-Sébastien, notamment P.O.B. Bao, Remco Evenepoel et Alexander Vlasov. À noter que lorsque les coureurs rentreront dans les 100 derniers kilomètres, le vent sera défavorable, il sera de face. Et pire encore, dans le dernier kilomètre, le vent venant du nord-est est pire que défavorable. Il souffle de côté, 3/4 face. Attention en cas d'arrivée en petit comité. Sur cette classique des grimpeurs, il y a deux types de coureurs. Les coureurs qui sortent du Tour de France, les coureurs qui se relancent après le Giro et qui avaient pris une pause et qui préparent donc pour la plus grande partie la Volta. Les amis, il est temps désormais de découvrir la célébrissime ou pas question du jour. C'est parti. Les amis, avant de découvrir le premier élément de réponse à ma question, je tiens à préciser que celle-ci sera répondue sous forme de dissertation. Un oui, un non, un non. Un oui, c'est selon ma forme, selon mes pensées, sachant que la première partie sera mon propre avis personnel et la partie la plus longue. Tout d'abord, au départ, il y aura une interrogation sur la course. Remco Evenepoel va-t-il faire la passe de 3 et rentrer dans l'histoire en devenant le co-détenteur de victoire? Avant de découvrir le premier élément, on va contextualiser cette étape. Tout d'abord, dans le défilé, Remco Evenepoel a été pris dans une chute. Est-ce qu'elle va peser sur la course, le résultat du Belge? On va le voir. Le connaissant, je ne pense pas. Kilomètre 34,3, l'échappée prend enfin forme. On retrouve à l'avant Franck Bonamour pour AG2R Citroën, Romain Bardet pour le team DSM Firmenich. Il fait plaisir de le voir à l'avant après sa chute et son abandon sur le Tour de France. Julien Bernard de Lidl Trek. On a donc 3 Français. Nathan Van Donk de Jumbo Visma et puis un local du jour, Michael Ituria de Scatel Euskadi. À ce moment-là, Soudal Quickstep et Bahrain Victorious assurent la poursuite derrière. Bon, tout c'est en grande logique pour l'équipe belge, car Remco Evenepoel fait office de favori en étant le tenant du titre. Bon,
On se dit aussi, là, à ce moment-là, si Bahrain Victorious roule autant, c'est qu'elle prépare quelque chose et que Peyo Bilbao est en forme. Bon, kilomètre 160,3, accélération de Remco Evenepoel. Les favoris se dévoilent assez tôt aujourd'hui. On est à 70 km de l'arrivée. On s'en rappelle l'année dernière. Il s'était aussi dévoilé très très tôt. Mais il avait lâché tout le monde, ce qui n'est pas le cas cette année. Kilomètre 162,3, Remco Evenepoel accompagné d'Alexander Vlasov, d'Alberto Bettiol et de Peyo Bilbao établissent la jonction avec le groupe de tête. Bon, du kilomètre 190,3 au kilomètre 222,3, en imprimant un gros tempo, Remco Evenepoel fait craquer un à un ses compagnons d'échappée. Seul Peyo Bilbao Bahrain Victorious a pu s'accrocher dans la roue. C'est là qu'on aura cette guerre psychologique, c'est dans ces 20 km. Bon, un sprint en petit comité entre le Belge et l'Espagnol. En théorie, c'est l'Espagnol qui est le plus rapide, mais cette fois, ce sera le Belge. C'est l'état de fraîcheur qui a compté. Allez, découvrons mon premier élément de réponse à la question du jour. Les amis, pour moi, mon propre avis personnel, c'est un non. Non, il ne faut pas collaborer avec Remco Evenepoel, en tous les cas, le moins possible. Alors pourquoi ? Tenant du titre et déjà 2 fois vainqueur 2019-2020, Remco Evenepoel, Soudal Quick-Step faisait office de grandissime favori. En effet, en étant tenant du titre et déjà double vainqueur, la pression était sur le Belge. Surtout que, sachant qu'il possède les qualités physiques hors normes lui permettant d'effectuer de longs règles sanitaires, ses adversaires auraient dû ne pas collaborer. Pour justifier leur choix stratégique, il y avait la possibilité de glisser un homme à l'avant. On le voit souvent sur des étapes de plat, sur les courses à étapes où certaines équipes qui ne veulent pas avoir le poids de la course glissent un homme à l'avant. D'ailleurs, si on possède un homme à l'avant, il n'y a donc aucun sens, à collaborer en tête du peloton. Et puis dans le cas où l'échappé se dispute la victoire, on possède une chance de gagner. Dans le cas où l'échappé ne se disputerait pas la victoire, ce coureur peut servir de point d'appui. Ça, c'est du technique à la Jumbo-Visma. Bon, on l'a pas vu spécialement aujourd'hui, même si on a eu un Jumbo à l'avant. Il y a une équipe quand même qui a plus collaboré que les autres et j'ai trouvé ça un peu zinzin dans ma tête. Je me suis dit, l'équipe Bahrain Victorious, vous êtes des malades. Même si Peyo Bilbao, avec le Tour de France qui vient de nous sortir, a l'air d'être en forme, il faut pas abuser. Si l'équipe Bahrain n'aurait pas collaboré, l'équipe belge aurait assumé seule la poursuite et se serait fatiguée. Bahrain Victorious, pour moi, s'est dévoilé trop tôt et trop facilement, alors qu'il aurait été plus judicieux de se préserver le plus possible et de protéger Peyo Bilbao. Le bluff, oui, rentre en compte, surtout sur ce genre de classique très difficile et avec un étape aussi long et surtout avec les conditions climatiques, etc. Bon, développons encore plus nos propos. Lorsque Remco Evenepoel est rentré sur la tête de la course en compagnie de plusieurs coureurs, ces derniers ont collaboré. Pour moi, ce choix n'est pas le plus judicieux. En effet, on dépense de l'énergie au lieu de se préserver alors que le Belge est censé nous être supérieur. Surtout dans le cas où le peloton, entre guillemets, ce qu'il en reste, viendrait à rentrer, on pourrait récupérer des équipiers, même si lui en récupérerait comme Julien Alaphilippe. Remco Evenepoel d'ailleurs n'était pas si impérial que l'on pouvait penser, du fait d'un manque de compétition. Oui, depuis le Giro, qu'il a quitté suite à une infection du Covid-19, il n'a participé seulement à son championnat national sur lequel il a par ailleurs chuté sur le contre-la-montre. Et puis au Tour de Suisse où il n'a fini que 3 minutes, qu'il a fini 3e à 3 minutes 45 du vainqueur Matthias Schlemoz, révélation de la saison. Bah ouais, en plus on l'a vu aujourd'hui qu'il n'était pas non plus si impérial, il n'a jamais pu décrocher de sa roue Peyo Bilbao, un tout petit peu à un moment, mais Bilbao a pris l'ascendant psychologique et a réussi à revenir. D'ailleurs en parlant de lui, c'est le coureur qui a le plus collaboré et d'ailleurs ses efforts lui ont peut-être coûté la victoire dans le final. Et je vais me permettre de revenir sur le sprint massif où là aussi il a trop collaboré, qu'il a fait n'importe quoi et qu'il aurait pu l'emporter. Le Basque a abordé la dernière ligne droite en tête, offrant à Remco Evenepoel la victoire sur un plateau. On le sait, dans un sprint en petit comité d'ailleurs ici à 2, la meilleure position est la dernière du groupe. Comme ça, on est protégé du vent, comme lors d'un sprint massif. On peut profiter de l'aspiration des adversaires qui sont positionnés devant nous. Ici, donc, de l'adversaire. Bon, c'est comme dans un sprint massif aussi. Et puis, quand c'est un petit groupe, on a un champ de vision profond nous permettant de voir tous les mouvements de course de nos adversaires. Et aussi pouvoir peut-être prendre par surprise, parce que les autres vont se retourner, et même peut-être gagner la bataille psychologique. Voilà, donc il s'est un peu mis une balle dans la tête pour moi, l'Espagnol Peyo Bilbao, même si
Bon, il a quand même gagné, il est quand même monté sur le podium à la deuxième position. Il est le dauphin du Belge aujourd'hui et c'est pas des moindres quand on pensait déjà que la course était déjà offerte à Remco Evenepoel au départ. Ça me laisse donc transiter vers le contre-avis à ma question du jour. Bon, comme je vous l'ai dit, j'avais mon avis personnel, mais il peut y avoir un contre-avis à la question. Je vous l'ai préparé et on en parle tout de suite. Pour beaucoup, la victoire de Remco Evenepoel ne faisait aucun doute. Il connaît centimètre par centimètre ce tracé. Oui, en plus, c'est là où il a remporté sa première victoire en World Tour, le Belge, pour la petite information. Le Belge en plus supérieur au plateau présent sur cette course. C'est vrai que cette année, bon, il y a quand même des coureurs d'extrême grande qualité, mais on a vu un plateau encore plus conséquent des années. On a vu par exemple la dernière Tadej Pogačar, par exemple. Bon, en plus, le truc, c'est que le Belge a remporté 2 fois cette classique, en 2019-2022, je me répète depuis le début. Lors de sa première victoire en 2019, pour la petite info, il avait triomphé en solitaire dans les rues de San Sébastien avec 38 secondes d'avance sur son dauphin et compatriote Greg Van Avermaet. Et puis lors de sa deuxième victoire en 2022, l'année dernière, très vite, on a compris que la victoire serait à lui. Il s'est très vite esselé en tête de la course. Il avait levé les bras après un long raid solitaire de 46 km avec 1 minute 58 d'avance sur son dauphin, le français Pavel Sivakov. Bon, il nous avait fait quand même rêver, notre français Pavel Sivakov l'année dernière, j'étais à fond derrière lui. J'avais même parié sur lui sur un podium et j'avais gagné, pour la petite info. Bon, revenons à notre course. Il y a aussi une guerre psychologique qui s'installe dans ce genre de classique. Ne pas collaborer avec le Belge serait un aveu de faiblesse, alors qu'à l'inverse, coopérer avec lui enverrait des signaux forts à la concurrence à ceux qui visent minimum un podium, et puis à lui-même aussi. Puisque sachant qu'il est en manque de compétition, il n'est pas à l'abri d'une défaillance. Oui, et puis aussi, personne n'est à l'abri d'un souci mécanique ou de potentielles mésaventures, même si on croise les doigts pour qu'aucun incident n'ait lieu. Surtout qu'en montrant les gros muscles, les gros bras, on montre aux autres qu'on est là, on peut leur mettre la pression, et puis dans une descente de difficulté, on peut, les adversaires peuvent vite, avec la pression, partir à la faute. Bon, on va revenir sur la course. Lorsque Remco Evenepoel est rentré sur la tête de la course en compagnie de plusieurs coureurs, ces derniers ont collaboré. Bon, certains vont me dire la chose suivante. Même en se savant peut-être déjà vaincu, collaborer avec le Belge est éventuellement une sage décision. En effet, premièrement, on élimine un groupe conséquent de coureurs dans l'optique d'obtenir une place d'honneur, voire de s'assurer un top 10. Revenons à Pello Bilbao, qui est le coureur qui a le plus couru, collaboré avec le Belge Remco Evenepoel. L'Espagnol, le Basque, a échoué à la deuxième place. Donc on voit qu'il n'y a pas que du mauvais à collaborer avec le Belge. D'ailleurs, en collaborant avec le Belge, et peut-être dans les moins bons moments faire le suceur de roue, on peut espérer une victoire, une arrivée groupée. Ça peut être intéressant et ça peut être une façon de battre le Belge. Oui, sachant que le Remco Evenepoel n'est pas le plus rapide au sprint, même s'il a énormément progressé dans ce domaine. Dans l'hypothèse où l'on possède une bonne pointe de vitesse, tout est permis. Pello Bilbao, je pense, y a cru. On le sait, donc, puisqu'il n'est pas le plus rapide, c'est le genre de situation pour agacer Remco Evenepoel. Il voudra sûrement tout essayer pour ne pas arriver groupé, laissant sûrement des cartouches, mais aussi physiques, mais aussi psychologiques. Il pourrait d'ailleurs être poussé à la faute. Surtout si dans le final, comme je vous l'ai dit, on se mue en suceur de roue. C'est là qu'intervient aussi la guerre psychologique. On le sait, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est peut-être l'élément le plus important à prendre en compte avec les traits de fraîcheur et peut-être pas les qualités physiques aujourd'hui. Donc les amis, en guise de conclusion de réponse à notre question, on peut dire que si Remco Evenepoel faisait office de grandissime favori à la victoire et que la logique a été respectée, le suspense est resté entier tout au long de la journée. En effet, surtout qu'avec une meilleure réflexion et de meilleures décisions de la part de certains coureurs, la victoire du Belge aurait pu être remise en cause. Les amis, je vous propose de passer aux chiffres clés du jour. C'est parti et on commence avec les vitesses moyennes. Les hommes de tête ont parcouru 44,4 km dans la première heure depuis le départ de San Sébastien.
Donc on voit un départ de course ultra rapide. Oui, sur ce genre de classique, pas mal de coureurs veulent prendre l'échappée et donc on roule très vite. Si on passe à la vitesse moyenne sur la course en elle-même, la course est courue à une vitesse moyenne de 41,748 km/h. Une moyenne course complètement folle, surtout pour une classique dite pour promise à des grimpeurs. Bon, la tête de course a compté maximum 5 minutes 15 d'avance sur le peloton. D'ailleurs, on a pu y croire à un moment à une victoire à l'avant. Bon, petite stat pour Remco Evenepoel. Remco Evenepoel s'est adjugé pour la troisième fois de sa carrière la Classica Saint-Sébastien, égalant de fait le record du régional de la course. Marino Larrajeta, je ne sais pas comment on le prononce, dites-le-moi dans les commentaires, amis basques. Vainqueur de cette classique par 3 fois entre 81 et 87, 81, 82 et 87. Les amis, passerons tout de suite au top 10, mais aussi aux différents classements, puisque oui, sur cette classique, il y a des classements annexes. Allez, le classement final de cette Classica Saint-Sébastien, victoire de Remco Evenepoel en 5h30 59 secondes. On retrouve deuxième dans le même temps, Pello Bilbao. Le Russe Alexander Vlasov vient compléter le podium à 28 secondes. On retrouve derrière pour compléter le top 5 Nelson Powless, ancien vainqueur de cette classique à 2 minutes 54e. Et puis Yon Izagirre de Cofidis à 2 minutes 57 5e. Après, à partir de la 6e place, on retrouve un énorme groupe arrivé à 3 minutes 02 où on retrouve Tom Skuns, Alexa Rambourou, Rui Costa, Andrea Baggioli, Tish Benoît, Ryan Ozu, Alberto Bettel, Marc Hirschi, le premier français, Clément Champoussin, Carlos Rodriguez, Jason Osborne, Mikel Landa, Chris Harper, Jacob Fulson, Félix Gall, en tous les cas pour les 20 premiers. Il y en a encore d'autres après qui ont fini dans ce groupe. C'est vrai que côté français, en voyant qu'un seul tricolore présent dans le top 20, on peut dire que les Français n'ont pas brillé aujourd'hui, mais Julien Alaphilippe a fait un bon rôle d'équipier pour le Belge, et puis on a eu Romain Bardet qui a brillé tout au long de la course aujourd'hui. Bon, je vous l'avais dit, il y a des classements annexes. Donc Remco Evenepoel, en s'adjugeant cette troisième Classica Saint-Sébastien de sa carrière, s'adjuge un troisième béret basque. Par rapport au classement annexe, c'est Alexander Vlasov qui va remporter le classement par points avec 20 points. Il devance de 11 points le vainqueur de la classique, Remco Evenepoel, qui compte 9 points. Au classement de la montagne, victoire française, c'est Romain Bardet qui s'adjuge ce classement, ce Grand Prix de la montagne. 15 points devant Mikel Iturria, 13 points, et devant le Belge vainqueur de cette classique, Remco Evenepoel, 10 points. Allez, si on s'attarde spécialement aux coureurs basques sur cette classique, c'est Pello Bilbao, le premier. Il est talonné par Yon Izagirre. Le podium est complété par Alex Aramburu et le top 5 par Mikel Landa et le deuxième frère Izagirre, Gorka. Allez, le classement du meilleur jeune sur cette classique à Saint-Sébastien. Notez que lorsque ce genre de classement apparaît sur des courses cyclistes, c'est généralement les coureurs de moins de 25 ans qui y sont éligibles. Ici, c'est les coureurs de moins de 23 ans. On retrouve le vainqueur de ce classement, Juan Ayuso. Le deuxième, c'est Carlos Rodriguez et Pablo Catrillo. Pour compléter le podium, on retrouve dans le top 5 Alex Baudin et Wayne Beyer. Le classement par équipe, il est remporté par UAE Team Emirates, alors qu'ils ont été absents dans le final. Oui, ils sont arrivés avec le peloton, le gros groupe derrière, la majeure partie de leurs coureurs. Soudal Quickstep est deuxième, l'équipe du vainqueur de cette classique. Troisième, Education Easy Post. Quatrième, Bahrain Victorious, l'équipe du Dauphin d'Evenepoel. Cinquième, Movistar. Et puis le coureur le plus combatif du jour, c'est le Français Romain Bardet. Une satisfaction pour nous, Français, qui monte sur le podium de la Classica Saint-Sébastien. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. Le cyclisme ne s'arrête toujours pas là sur les antennes du groupe José, vous verrez, je vous prépare quelques petites surprises. Allez, je vous dis, Kishel Pali, à la prochaine, salut, ciao, bye bye.